Bien. Alors, on a vu il y a 2 semaines, on a vu. Tu as le texte, Antoine? On est à la fin du chapitre de Guimel. On a vu Ça marche. l'explication sur Shne Mikra Vechad Targum. Et quelque chose d'extraordinairement profond, il dit qu'il y a 3 dimensions dans l'homme. Il y a la dimension du corps, la dimension du nefesh, et une autre dimension qui est Olam Haba. Et que les 2 fois en hébreu, la première fois, disons quelque part, c'est ce qui parle au corps, les lettres, elles parlent au corps. La deuxième fois, on essaie d'approfondir, de voir la chokhma qui est dans la chose. Donc ça, c'est la dimension du nefesh, du sechel. Et la traduction en araméen, c'est Olam Haba. Bon, alors en un mot, c'est-à-dire que à partir du moment où la Torah, à force de la travailler, tu arrives à traduire cette Torah dans des mots simples dans ta bouche, des mots simples, tellement simples que l'araméen n'est pas une langue, mais c'est un patois, eh bien, ça, la Torah t'amène à Olam Haba. Et parce que l'homme, il y a 2 dimensions dans l'homme. Vayetzer Elohim et Adam, Dieu a façonné l'homme avec 2 yud, un Olam Hazé, un Olam Haba. Et que donc, ce qui est impressionnant, c'est que on pourrait dire comme ça qu'il y a une dimension très difficile chez chacun d'entre nous. C'est ce que notre maître à tous, standing ovation, Francis Cabrel, a fait une chanson, La place dans le trafic. Vous connaissez la chanson La place dans le trafic de France? Tu connais? Voilà. Tu connais la chanson? Non, je sens non. Bon. Antoine, tu connais La place dans le trafic? Et je crois pas. Non. Étrangement. C'est pas grave. Alors, en un mot, que chacun cherche sa place dans le trafic. On est né dans le monde, mais où est notre place dans tout ce trafic, hein, finalement? Eh bien, à force de triturer la Torah, et à un moment, on l'a dit dans le langage le plus simple qui soit, même un patois, pas un langage, comment dire, qui figure à l'Académie des langues, eh bien là, ça nous amène au Olam Haba. Le Olam Haba, on pourrait dire, c'est notre place à nous, c'est le Olam Haba. C'est ce qu'on dit qu'il y a peu de gens dans le Olam Haba, il y a peu de gens. Parce qu'on avait vu dans Rambam que la plupart peut-être une fois quelqu'un il profitera de la chaise qu'on aura fabriquée. Alors, on est Mikol Makom Adverim Mevuarim. On est là, c'est bon. Donc, dans la page de l'édition classique, page même et la deuxième colonne, la colonne de gauche. Mikol Makom, quoi qu'il en soit. Advarim Mevuarim, il est clair. Qui a Torah Azot, Gavoa al Gavoa, ou Madriga al Madriga, Yeshla ad Olamat. Que cette Torah a une hauteur au-dessus d'une hauteur, un niveau au-dessus d'un niveau, jusqu'au monde futur. On a donc expliqué tout ça. Même si les paroles de Torah paraissent des choses de bas étage. Im kolze, avec tout ça, magim ad olam haba, ça amène au monde futur. Mais j'insiste, et je crois que c'est un des points qui nous a secoués, c'est qu'arriver à dire la Torah dans notre langage simple, c'est la dimension de l'olam haba. Et c'est ça qui est
c'est ça. Si tu veux, euh, euh, en vérité, c'est infini la réflexion que ça peut nous amener, comme le Olam Haba qui est infini. Euh, tu vois, par exemple, pas seulement le ressenti, c'est arriver à le dire dans nos mots à nous. C'est ça la Torah chez Baal Pé. Avec nos mots. Toujours, Rabbi Bilbon, il nous disait, tu vois, par exemple, dans n'importe quelle discipline, on fait un apprentissage, et on dirait qu'il y a un côté académique. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, il veut faire du théâtre, bon, il va au conservatoire, il fait du théâtre. Dans la technique. Ouais, dans la technique. Tu ne peux pas faire l'économie de ça. Si tu fais l'économie de ça, bon, tu es un petit un autodidacte. Ouais. Bon. Maintenant, on peut rester toute sa vie dans l'académique. On peut trouver un boulot comme ça, en vérité. C'est ce que notre cher Bourdieu disait, comment ça s'appelle ça, la reproduction. Voilà. Tu reproduis l'institution. Voilà. Bon. D'accord. Mais à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais? Ça sert à quoi? Où est ma place? Alors, dans la Torah, c'est pareil. La Torah, c'est pareil. Tu apprends. OK. Alors, à partir du moment où tu arrives, la Torah, à la dire mais ça, c'est quand tu as beaucoup étudié. C'est ça. Je t'ai mikra vechat targum. Tu reprends. Jusqu'à un moment, tu arrives à le dire simplement. Tu vois? Tu arrives à le dire simplement, même dans un langage pas académique, justement. C'est ça l'araméen. C'est un langage qui n'est pas académique. Et ça, c'est Olam Haba. C'est Olam Haba. C'est Olam Haba parce que ça te. Comment? Oui, il y a un ineffable qui est en nous. Il y a cet ineffable, il nous amène, il nous donne une possibilité. C'est ça, c'est un monde qui vient. Ça te donne des possibilités. Moi, ça me fait réfléchir parce que aujourd'hui, le langage officiel est de dire que les horizons sont bouchés, beaucoup comme ça. On ressent beaucoup. Ouais, tu parles comme ça avec l'un, les horizons sont bouchés. Parce qu'on n'a pas l'idée des choses qu'on peut un peu s'affranchir du figé, quoi. Du figé. Si tu n'as pas des Reebok à 180 €, tu n'existes pas. Hein. Je suis rentré dans un magasin à courir. Vous connaissez courir? Vous avez raconté déjà? Ah ouais, mes anecdotes à la noix. Je cherchais des baskets, quoi, simple, cet été. Alors je rentre à courir, je vois les prix. Alors il y a la vendeuse, elle dit, vous cherchez des baskets pour marcher dans la forêt. Alors, elle dit, voilà. Je dis, non, mais c'est un peu cher. Elle dit, c'est quoi votre budget? Alors, je lui dis, mon budget, c'est 60 €. Ah, non, c'est pas ici. Non. Non, c'est pas ici. Non, mais elle m'a dit gentiment. Elle m'a dit gentiment, c'est pas ici, monsieur. Ah non, ici, ça commence à 150 €, monsieur. Ah, c'est intéressant, des baskets à 150 €. Mais par contre, tout le monde court à ça. C'est idiot de vendre 60 € un truc que des gogos peuvent acheter 150 €. C'est idiot. Bon, tu voulais dire? Oui, les marins, que c'est pas toi de tous les jours.
ce Targum, ici, et nous lâchons, et nous nerchav lâchons. Comment vous arrivez à voir ici que c'est cette dimension de la bas d'abord, et aussi comment c'est. Parce qu'il n'a pas de structure. Ah, ça, il c'est pas. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas une grammaire de l'araméen, tu vois. C'est comme, les mecs, ils vont faire une grammaire du yiddish, les pauvres. C'est un génocide. De faire. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Regardez, franchement, il y a une semaine, là, je suis allé dans un magasin de chaussures. J'ai des problèmes avec les chaussures, vous pouvez remarquer. Hein. C'est un magasin de chaussures, Rehov Razonich. Là, c'était dimanche dernier. Et dans le magasin, il y avait 3 jeunes qui tenaient le magasin. 3 jeunes, style 19-20 ans. Hein. 3 frères, tu voyais que leur tronche, c'était les frères. Ils parlaient que yiddish. Ils parlaient mal ivrite. C'est incroyable. Des jeunes de 19 ans, 20 ans, comme ça, tu vois, ils tenaient un magasin, yiddish. Ils parlent la langue du cœur. Bah, ils parlent leur langue. Non, mais c'est incroyable. Tu te dis, tu vois, la langue d'un peuple disparu. Les mecs, le magasin, ils parlent yiddish. C'est dingue. Bon, on y va. Alors, alors il dit, Madrigal jusqu'au Olam Haba. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Olam Haba, excusez-moi, ça fait un peu bizarre de dire, il est en nous, voilà. Non, il dit oui, oui. Ah, il dit oui. Ah, évidemment, lui dit évidemment. Attends, il nous sort un chidouche comme une tour à Dubaï, et toi tu dis évidemment. Non mais Olam Haba, tu as l'impression Olam Haba, c'est un truc inaccessible. Non, d'accord, mais tu as l'impression que c'est un truc inaccessible. Oui. C'est une grand-mère de provençal. Et tu as des patois, des histoires des langues. Yeah. C'est des choses qui sont parlées, transmises de père à père. Avec plus ou moins des fois de toute façon. Mais voilà, ça exprime l'intérieur. Et toi, par exemple, tu as une blague. Tu as une blague. Tu as une blague. Tu as une blague. Tu as une blague en yiddish. Tu peux la traduire, tu peux la dire en français. Mais ce n'est pas la même chose. Hein, en arabe. Do you speak English, arabe? Yes. Tu ne nous fais pas tellement, hein? Tu ne nous fais pas trop partager ton judéo-arabe. mais une blague en judéo-arabe, c'est intraduisible. Intraduisible. Et tu l'as dit en arabe, tout le monde se marre, tu l'as dit en français, bon. Tu n'attends pas trop, il y a une utilisation. Une utilisation de quelque chose qui est. Non, mais d'accord. Non, mais. Non. C'est clair. C'est clair. Tu connais, toi, ça veut dire c'est clair? C'est trop, les tontons flingueurs et Olam Haba avec dialogue de Michel Audouard. Les mecs, ça m'a eu le coup de soleil ce matin, là, les mecs. Allez, et dis-moi, Antoine, là, tu te marres ou quoi, là? Je ne fais que ça. Dis-moi, tu parles provençal, toi, là-bas? je vais apprendre, je pense. Je vais essayer de traduire la Torah en provençal. Voilà. Oh, Gary, tu parles des chartes. Tu vois, je connais quelques mots. On y va. Arelimouda Torah, Mitiares et l'Adam. Regardez, ici. Mais je me demande comment il a rédigé ça, le Maral. C'est trop spécial. Arelimouda Torah, Mitiares et l'Adam.
l'étude de la Torah est reliée à l'homme. Regardez, parce que l'humanisme, ouais, je ne sais pas, tous les trucs humanistes, etc., machin, là c'est au XVIe siècle, hein, ça a été rédigé. Contemporain de Montaigne, qui était demeure juif. Contemporain de Montaigne, qui était demeure juif. En parenthèse. Arelimud à Torah, l'étude de la Torah est reliée à l'homme. Car de la même manière que l'homme, quand bien même est-il dans ce monde matériel, il est chair et sang, il mérite le monde futur qui est détaché, qui est retiré du matériel. Car la Torah, la Torah, avec le fait que l'homme s'investisse dans des choses matérielles qui sont les mitzvot, Yagia aliedeze et la Maala aliona, il atteint par cela le niveau supérieur, Shupnimiut Torah, qui est l'intérieur de la Torah, Vedabek Beshem Azeh, Em Sodé à Torah. Et il colle par ce fait avec les secrets de la Torah. Le fikar osek batorah aisek ou bevarim gedolim. C'est pourquoi l'investissement dans la Torah est un investissement dans des choses très grandes. Kenecha lomar ki kasher yasok bedvarim magashmim kemo nezek shor ou bor keose basé shelo esek bedvarim apnimim. Car tu ne peux pas dire, quand il s'investit dans des choses matérielles, comme le dégât d'un taureau, d'un trou, des choses de ce genre, qui n'a pas d'investissement dans des choses intérieures. Ne dis pas ça. Shimken Adam Shomed Baolam Atarton Elo Chelek Baolam Elion Anivdal. Est-ce serait-il à dire que l'homme qui est dans le monde inférieur n'aurait pas de part dans le monde supérieur séparé, sous-entendu du matériel? Rak Shetzair Lomar, il faut dire. Kaneshama Nivdelet Omedet Begouf. L'âme séparée. Alors on est bien d'accord, quand il dit séparée, ça veut dire séparée du matériel. Que l'âme séparée du matériel se tient dans le corps. Mikol makom yeshlad bekut emala adolam elyon. Néanmoins, elle a un attachement en haut jusqu'au monde supérieur. Car kasher osek bedvarim agashmim, de manière à ce que, lorsqu'il s'investit dans des choses matérielles, yeshlod bekut bepnimiut à Torah, il est collé dans l'intériorité de la Torah magia adolam elyon et qui l'amène au monde supérieur. ואם כי לפי מחשבותיהם שיש יתרון החוכמות, מה שהם מיינים בדברים הגדולים והחשובים, ואילו התורה אינה מעיינת בדברים החשובים. Bien que, selon leurs pensées, sous-entendu des philosophes, il y a une supériorité dans les sciences parce qu'elles s'investissent dans des choses en tant que telles grandes et importantes. Tandis que la Torah s'investit dans des choses qui ne sont pas importantes. Nous avons expliqué le contraire. La Torah, la Torah, bien que cela apparaisse, qu'elle s'occupe de choses basses. Avec cela, la Torah est liée avec l'intériorité de la Torah. Et l'approfondissement de la Torah est dans des choses plus grandes que les autres sciences. Même si ces choses très grandes ne sont pas conscientes à celui qui les perçoit, Mikol makom amalvush karov elaguf vaguf ou karov alaneshama achakol mitraber medaber basaga eliona. Néanmoins, l'habit est proche du corps. Le corps est proche de l'âme, jusque tout est relié et collé jusqu'au niveau supérieur. C'est-à-dire, on dit par exemple que la Mishnah, le mot Mishnah, c'est les mêmes lettres que le mot Neshama. Non, par exemple, quand quelqu'un est décédé, on dit des Mishnayot pour l'élévation de son âme. Mais par exemple, quand on fait une Mishnah, alors on va te dire une Mishnah, quelle bénédiction on fait sur des dattes, quelle bénédiction on fait sur des olives,
Est-ce que tu as une pomme et une date? Qu'est-ce que tu fais en premier, etc. Ou alors tu as une soupe avec des légumes et de la viande. Tu fais quoi? Tu fais Adama, tu fais Shakol, tu fais quoi? Alors, tu vas dire, bon, ça parle de la soupe, ça parle des croûtons dans la soupe, c'est mignon, mais bon. Mais ces enseignements qui parlent de choses matérielles, en vérité, sont reliés à ce qui est intimement lié à ça et qui est intimement lié encore à autre chose et qui, en tant que tel, te relie à une pensée supérieure, à la pensée la plus supérieure. Même si toi, tu n'en es pas forcément conscient. Tu le vis la chose. Tu le vis avec ton corps. Tu prends, on dit, c'est ce qu'il va dire dans la suite, que la shoneh halachot becholiom muftarlo shobed olamaba. Celui qui apprend les halachot chaque jour, on peut lui promettre qu'il aura le olamaba. Parce que rien que dans la simplicité de cette halakha, eh bien, tu en perçois l'extériorité, mais cette extériorité est collée à un niveau intérieur, qui est tout collé à un niveau intérieur, et l'intériorité, tu touches cette intérieur, même si tu n'en es pas forcément conscient. Ça, c'est le point très important. D'ailleurs, ça se ressent quand on fait de la Mishnah, ça se ressent. Quand on fait de la Mishnah, tu sens tout de suite que tu as des enseignements très élevés, mais que tu n'es pas forcément conscient de tous les mécanismes. Mais c'est comme un habit. L'habit, quand tu as un habit, voilà, je touche ton pull. Mais quand je touche ton pull, je touche ton corps, et ton corps, il touche ton âme, et ton âme, elle touche l'intériorité de ton âme. Bien que j'ai touché que l'habit. Mais l'habit, il est sur quelque chose. C'est ça, il faut en être conscient ou c'est accessible. Ça veut dire cette notion qui a Farim, Gdolim, Nedim, El Amassib. C'est intéressant, mais on est certes disparu. Dans une école, quand je parle dans une école des garçons, c'est très factuel. Enfin, on est loin de leur réalité. Enfin, on a pas, même si on est convaincu que c'est un livre rouge et qu'il y a les Neshama, etc. Mais que ça rivalise avec les Chochmot qui montent en puissance à côté, il faut un moment dévoiler. Il faut dévoiler. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que il faut le dévoiler. Mais une fois que tu t'es rendu compte, si tu veux, une fois que tu as l'expérience de la profondeur de la chose, après, dans des choses dont tu n'as pas forcément conscience, de manière claire, eh bien, tu perçois qu'il y a, tu es éduqué à voir, à ressentir la profondeur de la chose, même si tu n'es pas allé jusqu'au bout. Tu vois, par exemple, dans un CDR de yeshiva, tu as ce qu'on appelle Iyun et Bekiyut. Tu as le Iyun où tu approfondis le plus que tu peux, et après, tu as une étude plus extensive, tu vois. Mais il faut faire les deux. Il faut de temps en temps tracer ce chemin du Iyun pour aller jusqu'au bout de quelque chose et percevoir. Ah bah oui. Oui. Une fois, j'ai vu dans un livre, je ne sais plus lequel, que il y a 100 ans, 120 ans, en Europe de l'Est, il y avait un grand fourbi, un grand balagan dans tout ce monde juif, dont pratiquement tout le monde était pieux. Un grand balagan, le socialisme, le communisme et tout ça, ou le sionisme aussi, c'était ça tué énormément de choses en l'air. Et j'avais lu que quelque part, je ne sais plus où, que si on avait enseigné la Plimout aux jeunes, et ça, c'est un problème même aujourd'hui en Israël, hein, moi j'en parle un peu avec certains de mes petits-fils, que dans, disons, le système yeshiva, par exemple, ils ne font pas de chassidut. Et ça, c'est
ils vont contre un mur. Le chassidoute, ce n'est pas forcément manger du hareng et se rouler dans du jus de cornichon. Hein. C'est la plumiote, voilà. Ils ne savent pas que ça peut vraiment leur parler à leurs problèmes véritables, à les problèmes de l'homme qui vivent, eux. Tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer son temps qu'à ça. Voilà, c'est ça. C'est une transmission de connaissances et qu'on remplit des vases. Là, on va contre un mur. On va contre un mur. Oui, mais oui, non, mais si tu veux, mais la question, c'est la question de Michael, c'est la question des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui sont à l'école, tu vois. L'école, il faut que ça roule. Et voilà, il y a cours de 9h à 10h, de 10h à 11h, de 11h à 12h. Ensuite, il y a la pause. Ensuite, on reprend à 14h. Quand ils ont ces yeux qui brillent, quoi, au moins une fois dans la journée ou dans la semaine, on n'a pas cet éclat de l'infini. Leur faire comprendre que ça va très loin cette histoire. Ben, il faut que, si tu veux, dans ton école, que, par exemple, moi, je vois à Strasbourg, il y a 40 ans, dans les classes de terminale, Rav Abitbol, il donnait 1 heure de cours par semaine. Pour ouvrir quelque chose. Voilà. Les directeurs, ils avaient compris ça. À l'époque, il y avait Jean-Paul Amoyel, tu as entendu parler de Jean-Paul Amoyel? Il y avait, après, il était au Saratora, il y avait Jean-Paul Amoyel qui était directeur. Il fait venir au terminal 1 heure par semaine, pas plus. Et puis là, tu connais Raveman, là, ton voisin là? Oui. Ouais. Ben, il m'a dit qu'il a été accroché, lui, Raveman, par 7 heures par semaine de Raveman. Ou qui sentent quelque chose d'authentique, tu vois, qu'il faut trouver. Il faut trouver quelqu'un d'authentique qui est pas du système, tu vois. Il m'a dit Raveman, il sentait que c'était quelqu'un qui faisait pas ça pour son boulot, quoi. Pas son boulot, il faisait ça. C'était sa vie, quoi. Pas besoin beaucoup. Pas besoin beaucoup. On y va. Mais ça, c'est le Zohar. Hein. Tout ça, c'est le Zohar qu'il a rapporté au début du chapitre. Je reprends parce que c'est très profond, ça. Mikol makom a malvouche karov et la gouf. Ça, c'est le Zohar qu'il a rapporté plus haut. Mikol makom a malvouche, l'habit est proche du corps, le corps est proche de l'âme, jusqu'à tout se relier et se colle à la compréhension supérieure. Basé yeshbeku de la dame et madriga yoter eliona i madrigat olamaba. Par cela, l'homme colle au niveau le plus supérieur, qui est la dimension du monde futur. Yesh la dame limoud que fit erer à Adam. Donc l'étude correspond à la structure de l'homme. Asher ou gamken gashmi, parce que l'homme est aussi matériel. C'est ça qui est, comment dire, en vérité, bouleversant. C'est que l'étude part d'une dimension qui est à notre niveau. Tu n'as pas une dimension de choses que tu connais. Voilà, tu as de la soupe, tu as des légumes, tu as des croutons dans la soupe. Ça, on connaît, quoi. Après, quel bracha on fait? Alors, on va dire c'est, machin, t'as fait, l'icard, qu'est-ce qui est principal, qu'est-ce qui est secondaire? Alors,
Après, bon, si tu veux, mais c'est pourquoi la bracha doit être sur le principal et pas sur le secondaire. Après, tu peux réfléchir. Mais même si tu ne réfléchis pas, l'enseignement, tu l'as. Ouais, c'est l'écart, c'est le roi ou pas le roi, c'était vraiment saillie, mais en fait, ça touche avec les tons. Voilà. Im kolze, mitzada neshama, mais du fait de l'âme, yesh la dame de Bekun et mala mala. L'âme de l'homme est collée au niveau supérieur. Vechen kacher osek bedvarim shem gouf. Lorsque l'homme s'investit dans les choses qui sont le corps, relie la Torah à la compréhension supérieure. Maintenant, la question posée plus haut donc, a été résolue. Donc là, ce qu'on a parlé sont des choses très précieuses. Maintenant, tu n'auras plus de doute. Combien est bon notre part, combien délicieux notre destin. Asher Natan Akadosh Baruch Hu, que Hashem il m'a donné l'investissement dans la Torah. Radavar Baruch Asher Bo Ivada Lecha Malat Limud Torah Beyoter ou Asher et Baer Lecha Lerishua qui a Torah Zot Motsia Ta Adam Minateva. Mais la chose qui est très claire sur le niveau de l'étude de la Torah, particulièrement, c'est ce qu'on t'a expliqué en premier, car cette Torah sort l'homme du naturel jusqu'à ce qu'il soit collé à Dieu. Car si les mitzvot, donc ça c'est ce qu'il a dit dans les premiers chapitres, il revient là, ce qu'il a dit dans les premiers chapitres, car si l'homme n'était pas associé, car si l'homme n'avait pas, si les mitzvot ne venaient pas de Dieu, l'homme serait associé avec les autres créatures matérielles. Les mitzvot sortent l'homme de la niveau de nature. Et cela, donc, tsirouf, comme on a dit, c'est ça. Comment on va dire, ça raffine, voilà, ça raffine l'homme et son âme jusqu'à ce qu'il acquiert un niveau d'attachement à Dieu, comme on a expliqué. L'étude de la Torah, qui est l'acquisition de l'intellect à partir des mitzvot, Shem Tziruf Nafsho, qui sont l'affinement de son âme, ou odioter, encore plus jusqu'à ce qu'il soit collé à Dieu. C'est pour ça que les sages de la Mishnah et les sages des Amoraïm, mais après tous les Chochmelev Acharonim, les sages de cœur des générations contemporaines, ce n'est pas pour rien qu'ils se sont investis avec fatigue dans les questions d'Abaye Rava. Les questions d'Abaye Rava, c'est les questions les plus bidons du monde. Ça veut dire, les chalotes, on peut les faire réchauffer quand on sort du congélateur en les posant sur la plata, ou alors il faut mettre quelque chose entre la plata et les chalotes. Voilà. Alors, voilà. Ça c'est la Torah. Voilà. Ça, là, parce que pour trancher ça, en vérité, il faut tout connaître. C'est... Ouais. Ouais. Est-ce que ça peut? Ouais. Non, mais quand vraiment ça va pas. Là, oui, c'est là vraiment. Par exemple, la dracha de Bar Mitzvah de mon petit-fils là, il y a une semaine. Ouais. C'était
est-ce que les fruits et les légumes qui poussent dans des champs des goyim en Israël, est-ce qu'ils sont la sainteté de Shemitah ou non? Voilà. Là, ça te prend au trip, quoi. Là, il y en a qui se disent oui, il y en a qui disent non, et c'est la bagarre, quoi. C'est la grosse bagarre. C'est un grand débat entre Rabbi Yosef Trani et Rabbi Yosef Karo. Voilà. C'est un grand débat. Et concrètement, voilà, tu achètes une salade chez un arabe là-bas en Israël. Cette salade, est-ce que elle a les lois de Shemitah ou non? C'est très concret. Alors, concrètement, les sages de Bnei Brak, ils disent que ça, oui, la Kedusha Shvit. Et les sages de Jérusalem, ils disent non, ça pas la Kedusha Shvit. C'est ça. Ouais, le Chazonish et le minag des Chachamim de Jérusalem est complètement opposé. Alors, on y va. C'est pas pour rien qu'ils se sont investis corps et âme dans les questions d'Abaye et Rava, mais d'avoir chéniré Kal et Tsel Bene Adam, que quelqu'un d'extérieur dit qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est du pinaillage. Qu'est-ce que c'est ce pinaillage? Cette casuistique talmudique, voilà. Il dit non, c'est pas pour rien. Mais d'avoir chéniré Kal et Tsel Bene Adam, en vérité, parce que quand on voit ça, n'importe quelle micro-question met en jeu toute la Torah. Ça, on le voit. On voit. C'est comme on dit, tu sais, dans une goutte d'eau, tu peux voir toutes les galaxies au microscope. Ouais. Tu peux voir tout dans une goutte d'eau. C'est pareil. Un micro-point te met en jeu des trucs de dingue. Par exemple, une question que je n'ai pas résolue, que je n'ai pas réussi à résoudre, et que j'ai posé la question à un très, très grand rave de notre génération pour qu'il me dise sa conclusion. Les schnitzel, est-ce que tu fais mezonot ou sheakol? Ah, grotte. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ouais, non, mais on voit bien. Si. Ouais, ou alors du poisson, là. Voilà. Le poisson, tu mets plein de chapelures et un tout petit peu de poisson. Alors, j'ai demandé, c'est quoi, là? Alors, sur quoi? Voilà. Ah, voilà. Hein? Eh ben non. Tu fais sheakol. Parce que ça s'appelle du poisson pané. Ça s'appelle pas la panure. Tu ne manges pas la panure, tu manges le poisson. Moi, je n'ai jamais réussi à trancher. Moi, je ne sais pas trancher. C'est trop compliqué. Ça, c'est une question compliquée. Ah, je vais vous dire, il y a ça va, Antoine? Ça vous ça... Ça me plaît bien, cette question. Sur ta soupe mixée, il faut faire sheakol. C'est un scandale. C'est un scandale. Ah ouais, c'est manger légumes. C'est quoi? Là. Pur légumes. Non. Que des légumes, rien dessus. Ouais. Pourquoi pas les sardines? Ah, là, il sent les sardines, lui. Ah, non, là. Ça fait de la date. Là, regardez, il y a Shabbat dernier, c'était le Shabbat Bar Mitzvah. Il y a mon grand gendre Léon Benjamin, il a raconté une histoire. Une histoire que son Rosh Kollel, Rav Yosef Schreiber, lui a racontée. Mais c'est à peu près comme les schnitzel, vous allez voir. En mieux. Il y a X années, il y avait une histoire de Haguna. L'histoire d'Haguna, c'est-à-dire une femme, le mari a disparu, et on ne sait pas si elle est veuve
ou non. Voilà. Ça dépend des témoignages, qu'est-ce qu'il est devenu, machin, ok. Donc c'est une histoire très complexe dont l'incidence est majeure, puisque si elle n'est pas veuve, c'est très grave qu'elle se remarie. Bien. Alors Rav Shlomo Zalman Neuerbach était un des très, très grands Rav. Rav Shlomo Zalman, il n'arrivait pas à trancher la question. Il a soumis la question à Rav Eliashiv. C'est ce que Rav Yosef Schreiber a dit à mon gendre. Alors, il a soumis la question à Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, c'est connu que Rav Eliashiv, lui, il tranchait tchic-tchac. Soit oui, soit non. Paf. Il était un tel connaisseur que ça ne traînait pas. Paf, paf. Il ne savait pas trancher. Il a dit, aujourd'hui, il y a une seule personne qui est capable de trancher, c'est Rav Moshe Feinstein à New York. Bon, Rav Moshe Feinstein était très, très, très âgé. Il ne se levait plus, il était dans son lit. Donc, ils ont envoyé un chaliard pour soumettre la question à Rav Feinstein, qui était vraiment très, 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 très âgé. Bon, et puisqu'ils allaient poser la question à Rav Moshe Feinstein, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a rajouté une question annexe. Il dit que lui, Rav Shlomo Zalman, on l'invite souvent à des mariages et que quand il vient au mariage, les gens sont extrêmement honorés qu'il soit là au mariage. Mais ça lui fait perdre beaucoup de son investissement dans son étude et il ne sait pas quoi faire. Puisqu'il va au mariage, même quelques minutes pour honorer les mariés, honorer ses élèves, etc. Mais ça le déstabilise beaucoup dans son étude et il ne sait pas quoi faire. Donc il a posé cette question à Rav Moshe Feinstein. Alors, ce qu'il rapporte, c'est que, donc, ils ont rapporté ces deux questions. Rav Moshe Feinstein, la question de la femme dont le mari a disparu, Aguna, il a dit c'est bon, elle peut se remarier. Et la deuxième question, paraît-il, qu'il a réfléchi, réfléchi. Une demi-heure entière, il a dit je ne sais pas trancher. C'est la question difficile. Ouais, c'est bon. Bon, on y va. Votre genre, il est arrivé où avec cette histoire? Ça veut dire que les questions entre Ben Adam et Lachavero, c'est plus compliqué que Ben Adam et le matin. Entre l'homme et son prochain, c'est plus compliqué qu'entre l'homme et Dieu. Voilà. L'obechinam tachou. Donc, c'est pas pour rien qu'ils se sont fatigués dans les questions d'Abaye Rava, dans quelque chose qui paraît finalement léger. Qui a mitzvot, kula même tsirouf nefesh adam. Car les mitzvot, c'est le raffinement de l'âme humaine. Le fikar chorma bahem atziruf. La chorma qui en aide, c'est le raffinement complet. Le car d'avar chez nos magia les shum mitzvah. Ce qui n'est pas la même chose, quelque chose qui ne touche pas une mitzvah. Afimu asaga gedola bedvarim magdolim vedyodi. Regardez ici, c'est sublime. Tu as des choses qui ne touchent pas une mitzvah, même si c'est des réflexions très élevées dans des choses grandes et supérieures. On pourrait appeler la philosophie. La philosophie, ça te parle, je ne sais pas, par exemple, de la providence divine, la connaissance de Dieu. Là, attends, respect. Là, ça commence à être sérieux, là, ça va. Et... Non, mais ça ne te fait pas progresser, voilà, c'est ça. Ça ne te fait pas progresser.
tu peux rester, ton corps est absent. Donc, ça ne te fait pas progresser. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire dans un cursus. Peut-être dans un cursus, il faut, mais ça ne fait pas progresser. Arrêt adavar azé, en siruf anefesh. Parce que cette réflexion abstraite, qui ne touche pas à une mitzvah concrète, ne raffine pas l'âme par le biais par lequel il pourrait toucher à Dieu, kemo shewa mitzvah, qui est dirtif, comme dit le verset, comme imrat eloka serufa. Toute parole de Dieu raffine, comme on a dit plus haut. Kemo sha mitzvah beatzma i siruf nafsho, comme la mitzvah elle-même est le raffinement de l'âme, jusqu'à ce qu'on soit collé à Dieu. Kol sheken alimud batorah, raison de plus, l'étude de la Torah, utsiruf anefesh. Donc ça, c'est la mitzvah. Kol sheken alimud batorah, utsiruf anefesh, yoter, c'est le raffinement de l'âme, particulièrement. Ad shekne ad bekut boed barar, shekol chochma. Parce que toute chorma est le raffinement de l'âme. Donc, si vous voulez, ici, pour les lecteurs assidus de Aristote, n'est-ce pas? Ils ont un titre. Est-ce que l'étude approfondie de l'éthique à Nicomaque améliore l'homme ou non? Monsieur. Relisons l'éthique à Nicomaque. Silence dans la salle. Comment et quand ouais, Là, il vient de dire toute chorma ou toute chorma à l'intérieur d'une mitzvah? Sur la dernière phrase là, que vous aviez traduite. Non. Oui. Le Ad Shekna Ad Bekul Shekol Chorma, toute chorma est raffinement de l'âme. Alors, toi, tu demandes, Antoine, toute chorma, c'est-à-dire chorma de la Torah ou chorma de manière générale? C'est ambigu. Ouais. Ambigu, oui. Comment? Allez, vas-y, allez, là, au petit matin. Non, je ne sais pas, parce que quand, par exemple, bon, il parle de comment, je veux dire, son sujet, c'est comment agir dans cette vie-ci, quoi. Mais alors, ça porte pas sur, il ne va pas donner des choses concrètes sur lesquelles t'appuyer, du concret de l'existence. C'est plus disons, des maximes générales, quoi. Mais disons, son enjeu, c'est quand même de s'améliorer. De s'améliorer. Son enjeu, c'est de s'améliorer, c'est de modifier son comportement pour s'améliorer. Ouais. C'est l'enjeu quand même. Pour beaucoup de philosophie grecque, il y a quand même cet enjeu-là, il est présent. Pas tout le monde, mais il y a quand même cet enjeu, il est présent. Ouais. Oui, absolument. Oui, c'est une grande préoccupation. Grande préoccupation. Maintenant, comment l'homme s'améliore? C'est ça, c'est quoi la vaste question. Dans ton temps, c'est vrai que la philosophie, c'est une écoute, elle est sortie des cercles intellectuels. Aujourd'hui, elle rentre dans les cafés philo, ça rentre au primaire dans les écoles. On sent qu'il y a tel point de sens à la vie aujourd'hui. La philosophie, elle a le vent en poupe aujourd'hui. Elle retrouve pas mal de noblesse parce qu'elle permet de répondre aux questions du sens de la vie. Donc, même les gens. Mais après, l'ambiguïté de ça, c'est que c'est ça. Est-ce que c'est pour modifier son action ou est-ce que c'est comme une consolation? C'est-à-dire, des fois, c'est un peu pour se dire, bon, alors j'y mets un sens. Oui, c'est comme. Donc, comment est-ce que je peux maintenant, grâce à la philo, améliorer ma vie concrètement? Il y a cette tentative, quelque part, de faire descendre la philo sur. Oui, mais est-ce que c'est pour ne avoir le sentiment, comme on parle de choses intéressantes, qu'on n'est pas des barbares finalement? Et ça ne veut pas dire forcément qu'on va s'améliorer. Par exemple, il faut quand même être pour le développement des mouvements LGTM. Quand même. Ça veut dire ça, c'est un. Ça veut dire on va parler philo, mais évidemment,
on va militer pour le développement des mouvements LGTM. C'est d'accord Non, c'est pas grave. Pas tout à fait les bonnes initiales. Non, c'est pas ça, je me suis trompé les initiales. Je ne sais même plus, parce que ça y en a tellement. LGBT. LGBT. LGBT, bon, excusez-moi. Je le sais parce que dans le bulletin officiel de l'Académie, on a reçu les circulaires académiques avec toutes les mesures imposées par l'Académie dans les écoles sous contrat concernant l'intégration des enfants trans. Donc, je suis des enfants transgenres. C'est le garçon de 8 ans qui dit « Moi, je suis une fille Voilà, je suis une fille. Et on l'écoute et on dit « Tu as raison. Mais oui, ma petite. C'est le BO académique. C'est le BO académique. Ça, c'est intéressant. Il a trop regardé Mickey. Non, mais ça arrive à tous les gosses. Je veux dire. Ça a toujours existé. Moi, je suis un garçon, moi, je suis une fille. Ok, bah, c'est Ah bon. ouais, c'est. Et puis tu passes à autre chose. Bon, non, c'est pas le cœur du sujet. On ressent. Oh là là, c'est moi. C'est le prof qui fait les bêtises maintenant. On continue. Non, mais ça, c'est. D'accord. Ouais. Meze Omram, Besof Nida, Beperek Batra Demigil. C'est ce qu'on dit à la fin du traité Nida et à la fin du traité Megillah. Donc, ça se trouve à la fin des dernières lignes du traité Nida et du traité Megillah. Pourquoi il rigole tout d'un coup? Français. Vas-y. Non, mais c'est parce qu'on peut faire de la philosophie, mais c'est vrai que, comme je suis dans le concret, là, quand on a un commandement comme Pérou, ça, c'est concret. C'est-à-dire, tu ne peux pas y échapper, quoi. C'est-à-dire, si tu t'y investis, ça change ta vie, quoi. Tu peux te dire oui, non, peut-être, c'est bien ou pas. Ça te. Ah bah oui. C'est comme ça, quoi. Et tu ne sais même pas quand tu le fais si c'est bien ou pas, tu ne sais pas si c'est bien ou pas. Oui, c'est-à-dire ça te dépasse. Le contenu te dépasse. Le contenu te dépasse complètement, quoi. Le contenu te dépasse complètement. Mais tu le fais. Mais au moins, tu sais que tu fais quelque chose, quoi. Et donc, le contenu est inclus dedans, en tant que tel, quand tu le vis. Que tu sois conscient de tous les méandres. De toute façon, la dimension divine de ce commandement est inclus dans le fait que tu le fais. Donc l'exemple que tu donnes est très éclairant par rapport à ce qu'on voit. Parce que tu vas dire peut-être il faut être conscient du contenu. Mais de toute façon, ça te dépasse puisque ce contenu est tellement élevé que l'intellect humain est trop limité pour le percevoir. Trop limité. Ça veut dire que le point central, finalement, c'est parce qu'on aurait pu imaginer une société qui ait une éthique, donc qui fasse des lois sur des principes qui se veulent moraux ou peu importe, et quelque chose qui dépasse ce que fait l'homme. Mais en fait, le seul point, c'est que la différence, c'est que la Torah, il y a une révélation divine. C'est-à-dire qu'on a cet argument qui vient de dire de toute façon, ça va forcément te transcender, te dépasser, puisqu'il y a une dimension divine. Oui, et puis aussi que c'est-à-dire, regarde, n'importe qui va te dire que voler, il ne faut pas voler. Mais moi, je sais que ce n'est pas bien de voler. Mais si j'ai besoin de 1 000 euros et que devant moi, il y a 1 000 euros et que ça m'est facile de les mettre dans ma poche, personne ne va les voir, je sais que ce n'est pas bien, mais je le fais. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire que je ne vais pas les mettre dans la poche? C'est une question internationale, ça. Ben voilà. Hein. On y va. Zéomra Bessom Nida. Tana de Bélia. Non, parce qu'il y a une dimension aussi, ce que je veux dire, là, il ne le dit pas, mais c'est que la Torah s'impose. Que la Torah, par exemple, si on te dit, c'est bien un jour par semaine de se déconnecter de tout ce qui est numérique. C'est éthique de se déconnecter. Bon, oui, non, oui, bon, c'est vrai. Mais bon, il y a un match du Paris Saint-Germain, là, ça change, c'est puis quoi en effet. Mais si on te dit, attends,
tu utilises tes trucs là, c'est Chayav Karet. Là, tu touches pas, quoi. Non, c'est différent. On te dit, voilà, tu sais, c'est bien dans un couple, parfois, de prendre une certaine distance, parce que chacun, il faut qu'il se retrouve, etc. Ouais, oh oui, c'est bien. Ça, c'est très intéressant. On te dit, voilà, ta femme, Elenida, c'est très grave d'aller avec elle, c'est Chayav Karet. Bon, là, si tu veux, ça change. Oui, mais je veux dire, oui, mais c'est parce que Dieu a une dimension d'autorité, mais je veux dire, tous les parce qu'on voit tout. Enfin, moi, je dis des fois, il y a des trucs sur des sociétés utopiques. C'est-à-dire, tiens, si les gens qui voudraient penser le monde différemment, quoi. On retrouve des règles qui seraient qu'on pourrait retrouver chez nous. Mais tous les trucs utopiques, tu peux lire tous les livres qui ont été écrits sur les sociétés utopiques. À un moment, le mec, il va avec la femme de son copain et tout se casse la gueule. C'est toujours, dans tous les bouquins, tous les films, c'est comme ça. Non? Je suis désolé. Hein. Tous les trucs utopiques, tous les trucs, c'est la fin du bouquin, c'est comme ça. C'était bien, mais finalement, il a tapé dans la caisse. Ça n'a pas tenu. Là, il a tapé dans la caisse. L'autre, il a buté son meilleur copain. Il a suipé la femme de son meilleur copain. Voilà, c'est tout. Non, je suis désolé, hein, mais... non, mais je dis pas le contraire, mais c'est juste pour dire la différence finalement, elle est surtout sur ce plan-là, quoi. Ça veut dire la différence, elle est surtout sur ce plan-là, c'est parce qu'il y a un rapport à Dieu. C'est pas tant sur la chorma en elle-même de la loi ou du commandement, c'est plus sur le fait qu'il y a cette dimension divine qui crée quelque chose dans notre rapport à l'action, à la mitzvah, quoi. C'est-à-dire, je la fais parce qu'en fait, il y a un lien avec Dieu. Ok, même s'il y a une chorma dedans que je comprends ou que je ne comprends pas, il y a aussi ce lien avec Dieu, quoi. Le livre du Maharal, c'est bon, il faut quand même essayer de parler de cette chorma, même si ce n'est pas par cela que ça va s'imposer. C'est comment on essaie de donner envie, quoi. C'est pas par là que ça va s'imposer, c'est pas parce que toute personne va commencer à faire des mitzvot parce qu'il a lu un livre du Maharal. Je pense pas que ça va se passer comme ça, mais... Ouais, c'est délicat. Ok, encore un petit bout, on y va. Donc, Tana Debe Eliyahu. On enseigne dans l'enseignement de Eliyahu Hanavi. Il y a un livre qui s'appelle Tana Debe Eliyahu. C'est Eliyahu Hanavi qui est venu enseigner des choses à Rav Hanan. Il y a un Rav Hanan dans la Gemara. Et pour des raisons définies dans le traité Ktubot, Eliyahu Hanavi lui enseignait des enseignements. Et ça donnait un livre qui s'appelle Tana Debe Eliyahu. Tout celui qui enseigne, qui répète des halachot chaque jour, on peut lui promettre qu'il sera chez lui dans le monde futur. Chez Neymar, alichot olam, lo, altikre alichot, et là, halachot olam. Alors, il faut voir cet enseignement. Regardez, on s'arrête peut-être là-dessus, hein, parce qu'il faut aller voir la Gemara là-bas pour bien la comprendre. Et on Bezrat Hashem, la prochaine fois, on regarde ça. Hein. C'est bon? Oui, dimanche prochain, je suis à Strasbourg. Bon, ok. Donc, dans 2 semaines. Salut. Bonne journée tout le monde. Ah, t'as repris là le zoomer là? Ça y est. Ça y est.